Les indépendances africaines n'ont servi à rien. Je ne partage pas cette pensée, mais je peux comprendre ceux qui, dépassés par le surplace que fait l'Afrique, regrettent la colonisation. Le 1er août, c'est l'indépendance du Bénin. Dans la foulée, plusieurs autres pays africains vont aussi commémorer leur souveraineté nationale. La Côte d'Ivoire le 7 août, le Tchad le 11, le Congo le 15 août, 2 jours plus tard le Gabon, etc. Les indépendances ont remplacé les sorciers blancs, paternalistes, aux méthodes infantilisantes par des indigènes complexés, impitoyables et barbares. Le système n'a pas changé, il s'est empiré. C'est juste que la lanière a changé de main. Conséquence, les coups sont plus rapides, plus intrépides et plus mortels. Alors, malgré ses nombreuses ressources, l'Afrique reste la région la plus pauvre du monde. La colonisation n'a pas seulement été un moment historique, encore moins une parenthèse. Elle a laissé des traces tangibles, une empreinte durable, des séquelles profondes. L'Afrique n'a pas su dépasser son sanglot de l'homme noir. Elle s'est construite une image d'éternelle victime, où la traite, la colonisation et les termes de l'échange sont les seules causes des difficultés. La théorie de la négritude n'a pas réhabilité l'homme noir, elle l'a enfermé dans l'auto-marginalisation. Avec les indépendances, la démocratie est arrivée. Et pour l'installer, il a fallu se débarrasser des pères fondateurs. Ils sont devenus les ennemis à chasser. Le colon nous a soufflé à l'oreille ce qu'il fallait faire. Nous avons donc adhéré au multipartisme sans trop chercher à comprendre ce que cela impliquait. Nous avons adopté des tests. Nous nous sommes calqués sur le modèle occidental. On a commencé à choisir nos dirigeants par la voie des urnes, élections présidentielles, élections législatives, élections municipales, etc. Aux yeux du monde, l'Afrique était en train d'évoluer parce qu'elle a adopté des tests dits démocratiques. En fait, on s'est imposé un modèle qu'on ne peut pas définir. Mais alors, 64 ans après, quel est le bilan? Je vais vous dire. Le chômage a explosé. On assiste à une recrudescence des coups d'État militaires, à l'extrême fragilité des économies, à l'explosion de l'inflation et aux régressions démocratiques. Trop de bébés continuent de mourir en bas âge. Trop peu d'enfants trouvent une place à l'école. Trop d'agriculteurs ne parviennent pas à apporter leurs récoltes jusqu'au marché et trop d'usines sont immobilisées faute de main-d'œuvre qualifiée ou d'investissement. Et l'aide à l'Afrique n'a servi à rien, parce que les retours financiers vers l'Occident ont largement épongé cette dette. En fait, on a construit des éléphants blancs. Et tout ça fait douter parfois de l'utilité des indépendances. Certains en arrivent à regretter le départ du colon. Je les comprends. Certains diront que la démocratie n'a pas de prix. Mais le vote, lui, a un coût. Sécurisation des bureaux, impression des bulletins, machine à voter. Nos États et les bailleurs de fonds dépensent des millions d'euros pour organiser des élections pour au final kidnapper le pouvoir pendant des décennies. Salutations au père Paul Biya. En 2010, en Côte d'Ivoire, les partenaires internationaux ont versé près de 252 millions d'euros pour les élections. Mais finalement, qui a gagné les élections de 2010 en Côte d'Ivoire? Question. La démocratie seule ne suffit pas. Et puis de toute façon, elle a échoué en Afrique. Un leadership visionnaire et des institutions fortes sont les moyens les plus sûrs pour atteindre la croissance économique et le développement durable. Savez-vous que des chefs d'État qui sont arrivés par la force ou même après des guerres civiles ont réussi là où certains ont échoué? Ils n'ont pas vraiment adhéré à la démocratie, mais ont surpris le continent en transformant leur pays et en le développant. Donc, quel que soit le type de régime, c'est la bonne gouvernance qui favorise le développement. Il y a des gens qui étaient au même niveau que nous il y a 50 ans. Ils n'ont pas eu à se calquer sur le même modèle que nous. Aujourd'hui, ces gens ont construit un Eldorado. Vous avez vu des Occidentaux donner des leçons de démocratie aux Émirats Arabes Unis? Eh ben non. Au contraire, ils font des affaires, les traitent comme des amis et signent des contrats avec eux. Il y a un pays qui fascine beaucoup les leaders dans le monde, le Singapour. À son indépendance, le 9 août 1965, Singapour avait un revenu par habitant à peine de 500 $. Aujourd'hui, un Singapourien a un revenu de 102 000 $. Singapour n'a pourtant aucune ressource naturelle ni aucun autre avantage particulier. Le pays s'est construit en imposant une épargne forcée aux ménages. Je ne dis pas que l'Afrique doit copier exactement le modèle singapourien. Je dis juste que nous avons besoin de débats d'idées. Nous avons besoin de choisir nous-mêmes ce qui correspond à nos aspirations. Nous ne sommes pas en position de faiblesse. Le continent représente 18,5% de la population mondiale. Et cette proportion va doubler d'ici 2050. L'Afrique produit plus de 12% de la production de pétrole mondial. Selon la Banque africaine de développement, le continent est la 3e réserve mondiale de gaz,
pouvant générer près de 24 milliards de dollars par année. Les révolutions des autorités nigériennes, maliennes et burkinabées témoignent également du retournement de la situation. L'Afrique a un potentiel illimité. Et ce n'est pas une phrase qu'on sort juste pour se donner de la contenance, c'est réel. Je garde donc une vision optimiste de l'Afrique. Je crois et espère une Afrique qui s'assume, qui pratique largement et sans complexe des emprunts, avec un opportunisme scientifique semblable à celui du Japon. J'espère une Afrique qui arrive enfin à dépasser l'absence cruelle de projets de société cohérents. Allez, on se réveille parce que c'est maintenant qu'il faut agir.